Et on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 1er avril 2021. Alors, pour ma part, il n'y aura pas de poisson d'avril. Et j'espère que aucune de mes news est un poisson d'avril. J'ai essayé de faire du tri. Parce qu'il y avait des... il y a eu des histoires quand même. Mais normalement, ce qui va être annoncé, pour ma part en tout cas, et, sont des vraies annonces et pas des blagues, enfin, j'espère. On va commencer avec un bon plan, un petit jeu offert sur l'Epic Game Store comme souvent, un jeu que je ne connais pas, qui a l'air d'être dans un style assez particulier, mais voilà, c'est gratuit donc faites-vous plaisir. On parlera ensuite assez rapidement d'une console portable repoussée, une console que je n'attendais pas, que je ne connaissais même pas, qui m'a bien fait rire. Et j'avoue que j'étais pas au courant, mais on va en parler vite fait, et malheureusement repoussée à cause de la situation actuelle en termes de pénurie dans plusieurs secteurs de l'informatique et de l'électronique. Donc ça arrivera plus tard. On va parler de mining de crypto-monnaies et là de façon industrielle avec une entreprise canadienne qui passe une très grosse commande de cartes, les cartes Nvidia dédiées au mining, donc une commande de 30 millions. Donc ça représente pas mal de cartes, on imagine. On ne sait pas vraiment combien vu qu'on n'a pas le détail des modèles commandés. On imagine que ça va pas être les moins puissantes, hein. Ils veulent quelque chose de... Quand on investit 30 millions, on veut quelque chose de solide. Donc on verra, encore une fois, nous gamers serons peut-être impactés par cette histoire. Tout dépend des modèles choisis par cette grosse entreprise canadienne qui mine de la crypto-monnaie. Je savais même pas que ça se faisait vraiment, mais visiblement si. On parlera ensuite assez rapidement d'un boîtier. On n'a pas beaucoup d'indices, pas beaucoup d'infos pour l'instant. On a juste du visuel et un peu les compatibilités. Plutôt sympa en termes de visuel. Bonne compatibilité, on n'a pas de prix, ce qui nous aurait quand même beaucoup aidé. Mais petit boîtier sympa, format EATX, donc vraiment grosse compatibilité. Une petite news sur un nouveau SSD avec encore cette fois un radiateur intégré, mais ce coup-ci il a des petites particularités. Donc il mérite d'être détaillé ici. Il y a eu d'autres choix de fait, des choix différents. Pour le coup, on n'aura encore pas de prix, mais par contre, c'est un modèle qui peut être plutôt intéressant. On va ensuite passer au kit de DDR4 optimisé pour cette nouvelle génération de processeurs Intel et pour les nouvelles cartes mères en Z590 avec des fréquences maximales pour le coup plutôt importantes, on peut le dire. Vous verrez, tout le monde n'a pas la même, mais plus que ce qu'on faisait à l'heure actuelle, clairement. On parlera aussi vite fait d'une carte mère Z590. Encore une fois, on n'a pas de prix. Ce sera probablement un modèle qui est très très cher, mais une petite édition, voilà, stylée, édition Gundam. Donc probablement pas pour nous, probablement pour le marché asiatique. Mais en vrai, j'ai adoré le design. Donc voilà, je la passe. Vite fait, on va la regarder, on va s'extasier devant et on va passer à autre chose. Mais pour le coup, petit design sympa pour une carte mère. À noter que les designs de cartes mères en général, pas les trucs les plus travaillés et pas les trucs où on révolutionne grand chose. Donc c'est sympa d'avoir des petits trucs un peu atypiques comme ça, même si ici on n'a pas de prix et j'imagine que ce sera très cher et probablement une édition plus ou moins limitée. Donc voilà, pas pour tout le monde. On aura un bon chapitre côté AMD et Intel sur de la partie graphique intégrée à des processeurs. Chez AMD, pour l'instant, il n'y en a pas. On en annonce, plus ou moins officiellement, mais on sait que ça va arriver. Chez Intel, on a des parties graphiques intégrées, pas dans toutes les références,
mais dans certaines références en 11e génération. Apparemment, tout ne marche pas. Ça, c'est un peu dommage, cette histoire. J'étais pas au courant et je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai eu fini de lire cet article. On va en parler vite fait, je vais vous expliquer. Mais il y a eu des manques de la part d'Intel. On finira bien sûr comme d'habitude avec la partie carte graphique. Petite news de Nvidia qui permet la virtualisation de ces cartes graphiques GeForce, ce qui n'était pas le cas avant. C'était uniquement le cas avec les modèles destinés aux professionnels, donc Quadro et autres du genre. J'avoue que je connais pas trop les noms. Ici, les cartes dédiées à la base au gaming vont pouvoir aussi être virtualisées, ce qui va permettre de les utiliser pour des machines virtuelles. Hein. En gros, c'est ça. Ce qui est plutôt pas mal. Autre petite annonce Nvidia avec l'arrivée prochaine des 3050 et 3050 Ti pour le mobile, donc les ordinateurs portables, hein, pas encore pour le bureau. Mais effectivement, c'est des cartes qui sont très intéressantes pour les ordinateurs portables, encore massivement équipés d'écrans Full HD. Et du coup, des cartes qui sont censées être très accessibles avec des performances taillées pour le Full HD. Donc, un peu ce qui est censé équiper toute la gamme entrée de gamme, début de milieu de gamme du gaming en PC portable. Des cartes qui sont massivement vendues, quoi. On finira avec une petite news un peu improbable du côté du mining, encore des objets incroyables pour miner de la crypto-monnaie. Encore une fois, ce sera probablement pas super rentable, mais bon, pourquoi pas. On commence tout de suite avec notre bon plan du jour, Epic Games, qui nous offre un nouveau jeu, ici Tales of the Neon Sea. Je vous avoue que je ne connais pas du tout, je vais pas vous lire le speech qui est affreusement long et qui nous informe en rien sur le gameplay de l'histoire. Sachez juste que vous incarnerez un ancien policier devenu détective privé dans cet univers vraiment atypique. Visiblement, ça a l'air d'être du 2D, mais voilà, sans plus. Pas plus d'infos. La seule info à retenir ici, c'est que c'est gratuit. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Vous n'êtes même pas obligé d'aller le télécharger maintenant. Vous pouvez vous le garder pour plus tard ou pour jamais si vous n'avez jamais le temps d'y jouer. Mais ça reste un cadeau sympa. En vrai, ce genre de jeu, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Il faut tester pour savoir si ça nous plaît, si on arrive à rentrer dedans et à passer un bon moment. Mais parfois, on a des super surprises. Donc allez-y, ajoutez-le à votre bibliothèque. Vous verrez si vous avez le temps de tester ou pas. Mais bon, actuellement, on a du temps chez nous. Donc, pourquoi pas un petit jeu détente. Essayez, vous verrez. Pour ma part, il est ajouté à ma bibliothèque, bien sûr. Je sais pas si je le testerai, mais il est dans ma bibliothèque déjà. Donc allez-y, faites de même. Encore une fois, c'est gratuit, faites-vous plaisir. On continue avec cette petite news. Je vous l'ai dit, une console portable retardée, repoussée à cause de la pénurie de composants. Cette console que je ne connaissais pas du tout, l'Analog Pocket. Donc, vous voyez, hein, le design, ça doit vous faire penser à quelque chose. Et vous ne vous trompez pas, c'est bien une copie de la Game Boy Advance SP. Hein, on va pas se mentir, regardez, incroyable. Game Boy Advance SP, toc, hop, voilà. Et oui, je suis l'heureux possesseur d'une Game Boy Advance SP. Du coup, c'est vraiment ça le principe, c'est vraiment une Game Boy Advance SP, une remise au goût du jour, bien sûr. On va faire des petits trucs en plus, meilleure autonomie, meilleur écran, meilleur processeur. Et c'est aussi ça qui fait que elle est retardée, notamment à cause de écran OLED, donc sur des productions assez tendues
et des processeurs programmables de dernière génération aussi actuellement un peu dans la crise. Donc repoussé, c'est un peu malheureux. J'avoue que je sais pas du tout combien ça peut se vendre ce genre de console. Ça reste quand même juste une Game Boy Advance SP remise au goût du jour, hein. Effectivement, l'écran sera beaucoup plus beau. Vous avez x10 en termes de résolution. On passe de 160 à 1600 et 144 à 1440. Hein, voilà, sur un écran OLED. Sûr que ça fait la diff. Après, la définition des jeux restera la même vu qu'elle est faite pour lire les jeux de Game Boy. Donc les vrais traditionnels. Petite info supplémentaire, et ça pourra ravir pas mal d'amateurs de rétro gaming. Il prévoit de faire aussi des cartouches pour rendre compatibles des jeux d'autres plateformes, comme par exemple, c'est dit à la fin, la Game Gear, la Lynx, la Neo Geo Pocket et d'autres vieilles consoles qui ne sont plus du tout au goût du jour. Et ça, c'est une très bonne idée de faire une petite console portable un peu multi-usage où vous pouvez rendre compatible à peu près tous les jeux rétro. Ce serait tous les jeux rétro sous forme de cartouche, hein. Par contre, on va pas aller y ajouter un lecteur CD. Même si en théorie on pourrait, ce serait quand même un peu s'éloigner de l'idée de la console portable. Je trouve ça marrant. Après, la Game Boy Advance SP restera dans mon cœur à jamais, hein. Mais voilà, je trouve que ça a tout de même du sens. La Game Boy reste quelque chose d'iconique et les jeux Game Boy aussi. Donc en vrai, pourquoi pas. Du coup, elle a été prévue fin 2020, c'est repoussé à mai 2021. Tout ça toujours en fonction des problèmes de pénurie en termes de composants. Hein, s'ils n'ont pas les composants pour la produire, ils ne la produiront pas. Donc elle ne sortira pas. Logique. Je ne sais pas du tout combien ça va coûter. J'aurais bien aimé savoir le prix. Je ne sais pas si ça a déjà été annoncé. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas là où on voit souvent plein de prototypes un peu étranges. Et par exemple, hier, cet appareil qui ressemblait quand même fortement à une PSP, je vois plus un intérêt à faire quelque chose compatible avec les cartouches Game Boy que quelque chose qui ressemble à une PSP avec un Windows actuel et tout. Je trouve que l'objet est plus sympa, mais c'est aussi la fibre nostalgique qui parle parce que j'ai eu ces Game Boy, j'ai joué à des jeux Game Boy et du coup, bah, forcément, ça me parle plus que la PSP que je n'ai pas possédée. On continue avec cette news dans le monde du mining, tout va bien. Ici, on parle de, alors, j'espère que je vais bien prononcer, on va dire UT8 Mining Corp, on va le dire comme ça. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. C'est une entreprise canadienne qui mine de la crypto-monnaie, hein. Visiblement, c'est leur cœur de métier. Ils ont commandé 30 millions de dollars de cartes CMP HX, donc les gammes dédiées au minage de crypto-monnaie, à Nvidia. On ne sait pas du tout, mais alors pas du tout, quel modèle ils vont acquérir pour cette somme. On espère que ce ne sont pas les modèles forcément les plus performants, vu que les modèles les plus performants partagent les lignes de production avec les cartes graphiques dédiées au gaming. On ne sait pas, ça va commencer à partir du mois de mai prochain, donc il y a un peu de temps. Mais visiblement, ces cartes qui n'ont pas convaincu tout le monde à l'annonce d'NVIDIA commencent à trouver leur public. C'est pas vraiment étonnant, des cartes optimisées et dédiées au mining à l'heure actuelle où les cours sont plutôt favorables et que l'intérêt est grandissant. C'est pas vraiment étonnant que sur la durée il y ait des clients pour ces gammes, sans parler de tous les petits, parce que bien sûr ici on parle de 30 millions d'une grosse entreprise avec un gros chèque. Il faut aussi noter tous les
toutes les personnes individuelles qui le font pour eux, en leur nom, sans forcément être une grosse société, et aussi tout ce qui est fait un peu à l'étranger, dans des endroits où forcément les, euh, les lois et la régulation n'est peut-être pas la même. Donc voilà, on parle d'eux parce qu'ils sont dans un pays où il y a des lois, où on en parle et ils sont encadrés. C'est pas le cas partout. Est-ce que ça fait peur pour nos cartes graphiques gaming? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que effectivement, suivant les modèles de cartes qu'ils vont avoir, ça se peut que ça empiète sur les lignes de prod dédiées au gaming. D'un autre côté, voilà, eux ils ont 30 millions, Nvidia va pas va pas dire ah non 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 on prend pas, ou on vous propose d'attendre du genre quelques mois, ou non, ils vont pas faire ça et dire on préfère vendre des cartes aux gamers. Non, non. Donc c'est normal, c'est la réalité du marché bien sûr, et de toute façon il va falloir attendre pour que ça revienne un peu, les cartes graphiques. Même si aujourd'hui il y a eu des petites lâchées de cartes, clairement pas énormément de références, mais un peu des cartes très chères, des cartes un peu moins que très chères, et des cartes un peu plus accessibles, mais qui sont à chaque fois bien plus chères que ce qu'elles devraient être. Mais il y a eu quelques modèles disponibles, et déjà ça fait plaisir. On continue avec notre boîtier, un boîtier plutôt bien travaillé, regardez-moi ça. Ici la marque Cougar, marque que je ne connais pas trop, qui était dans un dilemme entre faire une façade pleine avec ce magnifique alu brossé, ou une façade en mèche pour optimiser les flux d'air. Et ils ont fait un compromis, ils ont fait une façade en mèche avec cette partie en alu brossé qui est devant, avec bien sûr plein de passages d'air pour l'aération, aucun problème. C'est vraiment purement visuel, hein, cette partie-là. Donc en vrai, en termes d'esthétique, je trouve ça pas mal. C'est un peu un compromis entre quelque chose de un peu gaming, RGB et tout, et quelque chose de sobre. Parce on voit un peu de lumière, même si c'est des ventilateurs avec seulement le contour qui est illuminé. Et on a quand même cette belle façade en alu brossé voilà, qui met les termes directs. À l'intérieur, vous aurez plein de place vu qu'on a compatibilité EATX. Il est fourni avec 3 ventilateurs RGB en façade. Du coup, RGB, mais que le contour. Après, c'est les goûts et les couleurs. Voici l'arrière avec, vous voyez, les platines, les passages de câbles, la petite carte électronique pour raccorder tous vos ventilateurs, et les petits paniers à disque dur ici. Donc vous pourrez mettre un peu ce que vous voulez, hein. Comme d'habitude dans les EATX, on n'a pas du tout de prix. Ça, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé avoir le prix de cet objet, parce qu'il paraît quand même assez haut de gamme, assez bien fini. On a quand même cette façade en alu brossé qui doit valoir un petit billet tout de même. Et on retrouve après tous les codes classiques du boîtier gaming aujourd'hui, la fenêtre sur le côté, un peu une petite touche de RGB sur le dessus, mais juste légère, plutôt sympa, vraiment un compromis entre une machine vraiment gaming avec du RGB de partout et quelque chose de plus sobre, plus type acier et tout. Parce que souvent c'est ça le choix d'aujourd'hui, c'est soit des boîtiers avec une façade en mèche, soit des boîtiers avec un look très métal et très plein. Là, un compromis entre les deux, pourquoi pas. En vrai, je trouve ça plutôt sympa. Encore une fois, sous réserve d'un prix qui est correct. Ça, c'est toujours, le dernier point important. Après, Cougar, en général, fait des trucs assez accessibles et assez corrects en termes de prix. Donc, on verra quand on aura un prix, j'en reparlerai. Mais
j'aime plutôt bien. En vrai, ça aurait pu être un boîtier qui m'aurait tapé dans l'œil comme ça, dans un rayon. Pourquoi pas. On continue avec du SSD M2 et un modèle plutôt sympa d'une marque que je ne connais pas le moins du monde. La marque Zadak. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça débarque, je ne sais pas la nationalité de cette marque, je ne sais pas depuis quand ils font ça, mais visiblement ils savent faire du SSD. Ici, le nom du modèle, par contre, ils n'ont pas fait d'effort parce qu'il s'appelle le TWS-G3. Pourquoi pas? On est sur un modèle, je vais vous le montrer, modèle PCI Express 3.0. Bon, je vais vous le montrer, même si c'est un SSD M2, donc pas de révolution dans le design. Du coup, je disais PCI Express 3.0, donc débit maximal théorique, hein, ça n'arrive jamais, c'est 4000 émosecondes, ça n'arrive jamais. Ici, on va les titiller hein, tout de même, parce qu'on arrive à 3500 en lecture et 3200 en écriture, ce qui est en gros quasiment le mieux qu'on puisse faire pour du PCI Express 3.0. Donc plutôt intéressant là-dessus. En plus, petit point sympa, on nous a mis un radiateur intégré et contrairement à d'habitude où on a des trucs assez imposants, pas plus ou moins jolis mais surtout assez imposants, ici il est tout petit. Pourquoi? Parce que le matériau utilisé pour ce radiateur c'est du graphène et pas de l'aluminium ou un autre composant plus basique. Graphène qui est au top hein, de la conduction thermique, donc qui permet de refroidir encore mieux. Est-ce que c'est un argument publicitaire ou pas? On ne sait pas. En vrai, on ne sait pas trop. Toujours cette question sur l'intérêt de mettre un radiateur sur les SSD. Ici, on va quand même sur des débits assez importants. Peut-être que dans certaines conditions, il chauffait un peu. Ça leur a permis de stabiliser le truc. Ça ne fera probablement pas une grande différence. Encore une fois, on n'a pas de prix. On sait juste qu'il sera disponible en 512 Go, 1 Tera et 2 Tera. Mais pas de prix. Donc, encore une fois, ce sera assez déterminant dans l'avis final. Parce que des SSD M2, il y en a un paquet. Avec des débits comme ça, déjà moins. Mais suivant le prix, on peut être très vite plus ou moins intéressant. Clairement, il y en a qui sont intéressants, d'autres beaucoup moins. Et je ne connais pas la marque, donc en termes de qualité, je ne peux rien vous en dire. Clairement. Ça, de temps en temps, on découvre des marques, c'est sympa. On continue avec de la RAM. Aujourd'hui, deux marques assez connues ont annoncé leur premier kit optimisé pour la 11e génération d'Intel, donc avec les cartes mères Z590 et des fréquences qui vont assez loin pour le coup. Ici, G-Skill qui nous annonce des kits qui montent jusqu'à 5333 MHz. Donc on a le détail ici. Donc on part à 4266 qui est déjà très élevé et on finit à 5333. On n'a pas de prix, bien sûr. Et vous voyez, on a quand même des choix plus ou moins limités. Et clairement à 5333, ce sera pour l'instant uniquement du 2x8 Go et pas autre chose. Mais ça promet quand même des fréquences assez incroyables. Et je suis surpris. Pour vous dire la vérité, je suis surpris qu'on aille chercher des si grandes fréquences. Même si on a vu que les records d'overclock avaient été battus grâce à ces nouveaux processeurs et ces nouvelles cartes mères. Je vous avoue que je pensais pas qu'on allait sortir des choses avec des fréquences aussi élevées pour du grand public, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de grand public qui va acheter ce genre de truc. Ça va coûter très cher, hein. Là-dessus, on peut en être sûr. Mais d'un point de vue technologique, c'est déjà impressionnant. 5333 MHz. Voilà, c'est beaucoup. C'est tout de même beaucoup. Et le pire dans tout ça, c'est que après G-Skill, voici Team Group qui eux annoncent aller jusqu'à 5600 MHz. Donc toujours plus. Hein.
En vrai, toujours plus, encore une fois, 5600 MHz sur un kit où c'est uniquement 2 x 8 Go. Ça a l'air plus compliqué de gérer ces fréquences sur des kits avec plus de quantité de mémoire. Encore une fois, on n'a pas les prix et ça va être aussi assez important parce qu'il y a un monde où si ça coûte tellement cher, il vaut mieux avoir plus de mémoire que de la mémoire qui tourne toujours plus vite. Hein. Mais je suis assez impressionné clairement qu'il soit capable d'aller chercher ce genre de fréquence sur des kits vendus à n'importe qui le souhaite. Encore une fois, le prix sera élevé, ça c'est sûr. Donc déjà, il sera un frein à beaucoup de consommateurs potentiels. Mais il y a des gens qui vont s'amuser à aller chercher des fréquences incroyables, j'imagine, dans les prochaines semaines, prochains mois, avec tous ces nouveaux petits joujoux qui sortent avec cette 11e génération de processeurs chez Intel. Et ici, un autre petit joujou encore relié à cette 11e génération de processeurs Intel, une petite carte mère Asus Z590, donc dernier chipset au goût du jour, bien sûr. Elle aura la Wi-Fi et ce sera une Gundam édition. Et en vrai, j'ai trouvé vachement stylé. Bon après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Je comprends que certains ne vont pas aimer du tout. Mais là où souvent les cartes mères sont assez sobres, assez simples, parfois un peu tristes même, ici, je trouve que les petits détails, les petites finitions sont plutôt sympas, les différentes couleurs, les petites touches de blanc rappelées un peu partout sont plutôt sympas. Malheureusement, ce sera probablement une carte réservée au marché asiatique comme souvent, avec ce genre de design. Et probablement aussi dans les gammes élevées à des tarifs du coup en adéquation avec la gamme, donc cher. On n'a bien sûr pas le prix. Par contre, en termes de compatibilité, vous avez tout. Vous voyez ici, c'est simple. On a du Thunderbolt 4, on a 3 emplacements M2, ce qui est beaucoup. On a bien sûr le Wi-Fi 6, 16 phases d'alimentation, de l'Ethernet 2,5 gigabits, enfin tout ce que vous pouvez vouloir sur une carte mère dernière génération. Encore une fois, probablement quelque chose d'assez élevé, mais en termes de design, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous la montrer. J'imagine que tout le monde ne l'aime pas et que c'est vachement subjectif. Mais voilà. Moi, il m'en faut peu, hein, vous voyez. Un petit peu de blanc, un petit peu d'écriture. Et je suis un homme heureux. On va continuer avec des parties graphiques intégrées. Ici, on va commencer par AMD, qui à l'heure actuelle n'a toujours pas sorti de Ryzen 5000 avec des parties graphiques intégrées. Et c'est de ça qu'on va parler. Ça fait quelques attentes, mais je sais pas pourquoi. Quelques moments plutôt. Plus français, ça a plus de sens. Quelques moments que on nous les tease, hein, ces fameux APU. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un APU? Il y a un processeur et une partie graphique intégrée. Voilà, incroyable. Vous avez juste, en gros, une partie graphique intégrée en plus de votre processeur. Chose qui est plutôt courante chez Intel. Hein. Clairement, Intel sort tout de base avec des parties graphiques intégrées. Même leur 11e génération. Et ensuite, il y a certains modèles chez Intel qui se déclinent sans partie graphique intégrée. Chez AMD, c'est différent. Ils ont bien deux gammes différentes. Une gamme qui est la première à sortir, en tout cas pour les ordinateurs de bureau, sans partie graphique intégrée. Et ensuite, la gamme avec partie graphique intégrée. Quel est l'intérêt d'avoir une partie graphique intégrée? Très simple, ne pas avoir acheté de carte graphique si vous n'avez pas une utilisation poussée de rendu graphique ou d'utilisation graphique sur votre PC. Exemple, vous faites uniquement de la bureautique, de la navigation web, du pack office et répondre à vos mails. Et vous avez clairement pas besoin d'une carte graphique dédiée, donc une partie graphique intégrée vous ira très bien et ça coûtera moins cher. En plus, en ce moment,
carte graphique un peu compliquée. Du coup, qu'est-ce qu'on a chez AMD? Alors tout ça n'est pas vraiment officiel, vous voyez c'est écrit en espagnol, portugais, un des deux probablement. On nous parle de 3 modèles, un Ryzen 7, un Ryzen 5 et un Ryzen 3. Donc voilà, assez simple. 3 gammes, on part avec le Ryzen 3 d'un truc avec 4 cœurs assez basique mais qui marchera très bien pour de la bureautique. Ryzen 5 on va atteindre les 6 cœurs, Ryzen 7 les 8, tout en allant chercher des performances supplémentaires sur chaque processeur de gamme supérieure. Et en plus, une partie graphique intégrée. Alors par contre, en termes de partie graphique intégrée, on n'a que très peu d'informations. Du genre 0. On sait qu'il y aura de la partie graphique intégrée, on ne sait pas la fréquence à laquelle ça tournera, on ne sait pas comment ça fonctionnera exactement. Mais on sait qu'il y aura un truc. Comme c'est fait, ça devrait s'approcher pas mal de ce qui est fait sur les ordinateurs portables à l'heure actuelle, avec des versions qui consomment plus, qui dégagent plus de chaleur, et voilà. Honnêtement, je trouve ça très étrange, je trouve que c'est une idée assez malvenue de la part d'AMD de ne pas sortir ça en même temps, même si on sait qu'AMD a beaucoup de problèmes de production. Les processeurs avec partie graphique intégrée sont les processeurs qui se vendent le plus. La plupart des gens ne sont pas des gamers et n'ont pas besoin d'une carte graphique dédiée pour atteindre les 144 images par seconde sur machin. La plupart des gens qui ont un ordinateur ne jouent probablement même pas dessus. Donc clairement, si vous jouez pas dessus, vous n'avez pas envie ni besoin d'avoir une carte graphique dédiée. Ce genre de processeur fait du tout en un pour une somme qui n'est pas énorme. Donc c'est clairement ce qui doit probablement être le plus vendu. Et voilà, c'est quand même mis dans un second temps, un peu repoussé, sans en faire beaucoup d'annonces, alors que c'est ce qui se vendra le plus, et c'est aussi probablement ce qui peut les aider à conquérir des parts de marché. Je trouve que c'est dommage dans l'idée de penser à ses clients, de faire passer voilà, des gens qui n'ont pas forcément l'attrait au gaming, ou aussi parfois, parce que ça aussi c'est important, les gens qui ont un tout petit budget, parce que ce sera pour des configs vraiment tout petit budget, pas gaming mais tout petit budget, il vaudra mieux aller chercher des parties graphiques intégrées. Donc c'est un peu dommage. Ça devrait arriver, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations, clairement. On n'a pas de date. Et on n'a pas de source, enfin on n'a pas de communication officielle, hein, tout ça. Et vous voyez, hein, sinon on aurait un message d'AMD directement. Je trouve ça un peu dommage. On verra, ça sortira, hein, c'est sûr, à savoir quand. Même si AMD a toujours des gros problèmes en termes de prod. Ça ne change pas. Un jour, ça changera, mais pas tout de suite. Et on continue avec les parties graphiques intégrées chez Intel avec sa nouvelle génération, la 11e, et visiblement un petit couac dans cette sortie de 11e génération. Comme je vous l'ai dit, Intel sort toujours ses processeurs avec partie graphique intégrée et sans partie graphique intégrée en même temps. Ils font pas vraiment de gamme différente, c'est juste des modèles qui ont une petite lettre en plus pour dire qu'ils n'ont pas de partie graphique intégrée. Sauf qu'ici, visiblement, la 11e génération de processeurs est sortie, certains les ont achetés, certains les ont installés, et la partie graphique intégrée ne fonctionne pas pour le rendu 3D. Alors si c'est uniquement du rendu 2D, ça va, mais si on s'attaque à la 3D, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ? Et là, ça peut sembler un peu bête, juste parce qu'il n'y a pas les pilotes. Voilà. Intel n'a pas fourni les pilotes pour faire fonctionner la partie qui s'occupe du rendu 3D. Donc la partie qui s'occupe du rendu 3D est inactive en attendant
de recevoir les pilotes qui lui permettent de fonctionner. C'est un peu dommage, c'est un peu bête de ne pas avoir fait la sortie des pilotes jour 1 de la sortie des processeurs. Ça aurait pu être quand même assez sympa. Ça veut aussi dire que personne, pour l'instant, à part, enfin personne de, que ce soit dans les journalistes ou les testeurs, sûrement les gens de chez Intel et peut-être les partenaires d'Intel, mais sinon, on n'a pas pu voir les tests de cette partie graphique intégrée qui est censée être basée sur une nouvelle technologie inspirée plus ou moins de ce qu'ils vont sortir comme carte graphique dédiée. Donc, c'est censé être prometteur, mais on peut pas voir. On peut pas savoir. Et clairement, les gens qui voulaient faire des petits jeux sympas, assez légers en 3D avec leur super processeur 11e génération, bah déçus. Parce que ça ne fonctionnera pas. Petit couac hein, pour le coup, c'est un peu dommage. Un peu dommage, ils ont fait une belle sortie avec du stock, avec des prix pareils à ceux annoncés par Intel précédemment, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de choses dans l'informatique ces derniers temps. Mais ici, petite erreur. Alors à savoir derrière si c'est une erreur, en vrai pas sûr que ça soit une erreur. À mon avis c'est juste que c'est pas prêt ou petite retouche de dernière minute qui repousse le truc. Mais voilà, dommage, c'était presque un sans faute en termes de sortie, pas en termes de produit, parce qu'on va pas se mentir, la 11e génération n'est pas la meilleure qu'on ait vu passer, mais en termes de sortie, disponibilité, tout ça, on était bien, juste bah là, pas de pilote, ça passe un peu moins bien. On finit avec les cartes graphiques, des news ultra rapides. Première news qui n'intéressera pas grand monde, mais peut-être certains. Voilà, aujourd'hui, on peut virtualiser nos GPU GeForce, donc les cartes graphiques Nvidia dédiées au gaming. Là, on existe plein. Hein. Les dernières en date sont les séries 3000, mais on a les séries 20 de 2000, les séries 1600, enfin tout ça, et tout ce qu'il y a avant. C'était jusqu'alors uniquement réservé aux gammes professionnelles de cartes graphiques chez Nvidia. Donc, on a ici l'info, c'est les Tesla, les Quadro. Moi, j'avais que les Quadro. Tesla Quadro et RTX dédiés à l'entreprise. Ça, je savais même pas non plus que ça existait. Let's go. Et aujourd'hui, vous pouvez, peu importe votre modèle de Nvidia GeForce, la virtualiser. À quoi ça sert? Ça sert à l'utiliser sur des machines virtuelles. Donc clairement, assez peu de gens vont en avoir l'intérêt, mais les gens qui utilisent des machines virtuelles régulièrement, eux, ça peut leur changer la vie. Et au final, c'était un peu plus une histoire de blocage côté Nvidia qu'autre chose, ce qui était un peu dommage. Ici, ils reviennent dessus et c'est bien. C'est bien d'ouvrir un peu comme ça les possibilités, même si encore une fois, ça va toucher très peu de personnes. Et oui, hein, peu de gens jouent sur des machines virtuelles, mais why not? Dernière news carte graphique avec des cartes graphiques mobiles, donc pour les PC portables. Ici, les 3050 et 3050 Ti. Normalement, l'entrée de gamme, le tout début, mais dernière génération. Donc, ok, c'est le tout début, c'est l'entrée de gamme, mais normalement, c'est très bien, voire très très bien pour du Full HD. On nous annonce, ce qui est plutôt pas mal, on nous annonce la 3050 équivalent de la 1660 Ti, donc plutôt pas mal, et la 3050 Ti équivalent de la 2060, encore une fois, tout ça sur mobile. On ne parle pas de carte graphique pour les ordinateurs de bureau. En vrai, c'est probablement les cartes graphiques mobiles les plus vendues parce que c'est celles qui équipent tous les ordinateurs vraiment début de gamme jusqu'à milieu de gamme, entrée de milieu de gamme.
Donc c'est probablement les plus vendus. C'est intéressant. Il n'y a pas de révolution. Mais je pense qu'on arrive probablement à un moment où ces cartes-là, qui sont du coup le début, l'access de la carte graphique pour PC portable, cette carte-là permettrait d'avoir une bonne expérience en Full HD, c'est-à-dire 1080p, sur quasiment tous les jeux. Je dis bien quasiment parce qu'il y a toujours un ou deux qui sont embêtants du genre Cyberpunk qui nécessitent beaucoup plus de puissance. Mais sinon pour tout le reste, vous aurez une très bonne expérience en notant qu'à l'heure actuelle, la plupart des PC portables ont encore des écrans Full HD. On commence à aller parfois un peu plus loin, mais en général sur des gammes beaucoup plus chères, beaucoup moins accessibles. Donc c'est intéressant que ça sorte et que ça remplace ce qu'il y avait avant dans les magasins, et aussi que ça soit accessible. J'aimerais voir des PC portables à moins de 1000 € avec ces 3050 ou 3050 Ti, ce qui à l'heure actuelle n'existe pas. Donc j'ai envie de voir ça, j'espère que ça arrivera, peut-être pas tout de suite, hein. C'est probable que dans un premier temps ça sorte légèrement au-dessus de 1000 €, mais c'est intéressant. Vous voyez ici les comparatifs sur Shadow of the Tomb Raider. Je vous ai pas montré ça plus tôt parce que c'est pas super intéressant. On compare du coup la 3050 Ti, la 3050 et 2060, 1660 Ti, 2060 Max Q, tout ça, ça s'en sort très bien. Ça a un coup à jouer, on verra, mais il va falloir retrouver des PC portables gaming, c'est important, à des prix accessibles, c'est-à-dire moins de 1000 €. J'aimerais voir ça. Parce que la plupart des gens ne veulent pas mettre plus de 1000 € dans leur PC portable. Et ça peut se comprendre. On finit avec les génies fous. Voilà, dans le monde du mining, tout peut servir à miner de la crypto-monnaie et même un autocuiseur. Et oui, après la Game Boy première version, hein, première du nom, Game Boy même pas Color, utilisée pour miner. Bien sûr, c'est pas du tout rentable. Ici, l'autocuiseur utilisé pour miner. Encore une fois, je doute que ça soit réellement rentable, hein, cette histoire, mais oui, n'importe quoi qui a un petit peu d'intelligence et un petit processeur à l'intérieur peut miner de la crypto-monnaie de façon plus ou moins rentable et pratique. Ici, clairement, c'est pas pratique parce que c'est pas du tout fait pour, donc ils ont dû relier, ensuite modifier le logiciel pour qu'ils se mettent à miner la crypto-monnaie au lieu de gérer ces trucs d'autocuiseur. Voilà, pas sûr que pas sûr de faire ça chez moi, voire même sûr de pas le faire. Mais c'est possible. Et oui, normal, hein. On sait que c'est possible. Mais ne cassez pas tous vos appareils électroniques pour faire ça. Vous verrez, la plupart des trucs ne sont pas rentables. Achetez plutôt des cartes graphiques dédiées de chez Nvidia. Ça sera bien mieux et bien plus fait pour, déjà. On finit notre point Actu Hardware là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour le dernier point Actu. Déjà le dernier point Actu Hardware de la semaine. Demain, vendredi, incroyable. Et voilà, merci d'avoir regardé et à demain.